Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, je suis pas toute seule. J'ai un invité formidable qui s'appelle Alex Damessilia. Qu'est-ce que c'est beau ce nom déjà. Et c'est également l'auteur Is de ce bouquin incroyable qui m'a foutu une espèce de clacasse dans la ganache. Alex, je te laisse te présenter. Salut Hélène, donc je suis Alex Damessilia, qui est un pseudonyme, puisque Damessilia, ce sont les 3 prénoms des Cat Size. Ah oui, c'est vrai, Tam et... Ah oui, Tam. Alex, Tam et Cilia. Mais bien sûr. Et oui. Mais bien, oh là là, j'y avais jamais pensé. Ouais. C'est incroyable. Tam, c'était ma préférée. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. C'était notre préférée. Et d'accord, incroyable. Voilà d'où vient ce nom. Qu'est-ce que je peux te dire ? J'habite à Paris, j'ai 37 ans, mais ce n'est pas une appli Tinder. Donc, parlons plutôt de ce que je fais dans la vie. Ouais, c'est ça. J'anime des ateliers d'écriture. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés à Langue de Lutte, quand tu changeais de vie, à peu près. Ouais. Et tu vois, moi aussi. Et j'écris des livres depuis 2019. Et là, c'est le 2e qui vient de sortir aux éditions du Nouvel Attila. Et qui s'appelle ? Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. Et voilà, et c'est vrai. Et on va parler de ça. Voilà. Après ce petit générique. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, à tuer tes enfants, à pratiquer la sorcellerie, à détruire le capitalisme et à devenir transpédéguine. Tu m'as demandé de t'envoyer des questions avant et je me suis dit, mais dis donc, en fait, toutes les questions sont dans ce titre incroyable. J'ai envie que tu m'expliques. En fait, déjà, ton livre, il est très particulier, il ressemble à aucun autre. Déjà, physiquement, il est très joli, voilà. Vous irez regarder. Et non, il ressemble à aucun autre parce qu'il y a un aspect manifeste, politique, poétique, assez remuant. Et voilà, il faut rentrer dans cette écriture totalement inclusive, mais surtout totalement particulière. Et il y a dans la violence de la poésie, j'ai trouvé ça vraiment canon. Voilà. Petite intro. Merci. Donc l'idée surtout, c'est comment péter notre conditionnement culturel. C'est le projet, n'est-ce pas ? C'est ça. Et quand tu as écrit ça, tu t'es dit, je voudrais qu'ils en ressortent avec quoi, les gens ? Avec l'envie d'écrire, de faire la révolution et le sentiment d'avoir passé un bon moment, d'avoir bien rigolé. Ouais. Oui, c'est drôle aussi. Tout à fait. Non, mais moi, j'ai juste été touchée que c'est ce que je mets en avant en premier. Donc, les féministes t'encouragent à quitter ton mari. Il y a cette phrase, ça n'est pas de toi, c'est de ce bon vieux Pat Robertson, c'est ça ? Oui, Pat exactement. Robertson, ce qu'on appelle une belle personne. Feu, ouais. Belle personne. Ah, feu, oh, oui, bah oui, mais pas ma faute, mais il est mort il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai, en plus, c'est dit ça. Et donc, Rob, il a dit ça à quelle occasion ? Alors, Rob, c'était en 1992, il était déjà télévangéliste américain, et il a créé une lettre ouverte pour s'opposer à des lois qui devaient favoriser l'accès à l'avortement, notamment. Contre des féministes. Donc, il a écrit une espèce de lettre qu'il a envoyée au Washington Post, je crois. Et dans cette lettre, il disait l'agenda féministe n'est pas l'égalité des droits pour les femmes, c'est d'encourager les femmes à quitter leur mari, à tuer leurs enfants, à pratiquer la sorcellerie, à détruire le capitalisme et à devenir lesbiennes. Donc, je trouvais que c'était un pied de nez intéressant de reprendre sa formule et de la décrypter étape par étape. Absolument. Qui est une punchline encore mieux que celle de la couverture de Valeurs Actuelles que tu pourras utiliser pour un autre livre. Ah, je ne l'ai pas vu. Tu te rappelles pas ? Il y a quelques années, c'était... La terreur féministe. C'était les féministes qui réclament l'égalité aux toilettes et qui cassent l'ambiance en soirée, etc. Ah oui. Elle était excellente, celle-là. Elle est également de toute beauté. Ah là là, c'est beau, ce auteur. C'est beau, hein ? Alors, les féministes t'encouragent à quitter ton mari. Ça, je l'ai, mais j'ai envie que tu nous expliques pourquoi la ligne est... Enfin, pourquoi l'hétérosexualité n'est pas une option, en fait, dans l'égalité femmes-hommes. Déjà parce que c'est la première étape. Et si ce livre, c'est un manuel, il faut que la première étape, elle soit accessible. Et tout le monde connaît une meuf qui devrait quitter son mec. Ouais. Donc, première étape, quitter son mec. Et
un point de vue plus politique et argumenté, je pense que ça s'inscrit clairement dans l'essai de Alice Coffin, Le génie lesbien, quand elle avait avancé à raison que les femmes prenaient plus de risques en se mariant qu'en restant célibataires, parce qu'elles s'exposaient à des violences. Elle avait eu droit à un horrible harcèlement suite à ça, mais le fait est que les statistiques prouvent que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, de féminicides, sont agressées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et pareil pour les violences sexistes et sexuelles. Après, on sait aussi qu'elles perdent beaucoup de temps dans l'hétérosexualité. Que ce soit les tâches ménagères, on dit que ça va mieux et tout, tu vois. Alors qu'en fait, dans les années 80, les femmes prenaient en charge 70% des tâches ménagères. Aujourd'hui, elles sont à 66%. Donc, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup. Ouais, je crois que c'est 1h30 de plus par jour. C'est ça. Et en fait, c'est pas tant que les hommes en font plus, c'est que les femmes en font moins. Ouais. Et déjà... et puis, c'est sans compter la charge mentale, la charge émotionnelle et la charge même pédagogique, si on veut essayer de déconstruire son petit bonhomme. Son petit bonhomme. Son petit bonhomme. Non, mais il y a des femmes seules qui préfèrent, ou je sais pas, des mamans solo qui se disent que gérer un couple en plus de leur vie et de celle de leur enfant, ce serait... encore beaucoup d'énergie perdue. Et après, de façon peut-être très concrète si on parle d'argent, de temps et d'argent, il y a plusieurs essais qui ont avancé et montré que les femmes, elles perdaient de l'argent. En fait, elles s'appauvrissaient dans le mariage hétérosexuel et que les hommes s'enrichissaient. Aussi par les différences de temps plein, temps partiel, de salaire, de progression. Ça se voit dans les retraites. Et plus elles font d'enfants, plus ensuite elles perdent dans leur carrière, en avancement et en salaire. Ce qui nous fait Et plus l'écart, effectivement, se creuse aussi. Oui, mais c'est ça. Et alors, est-ce que tu les sauves pas du tout, les petits bonhommes? Est-ce que t'as envie d'en sauver? Non, pour toi, c'est vraiment fondamental. Oui, enfin, c'est très clair en fait. C'est vrai. Excuse-moi, je viens de me prendre la clacasse que j'étais en train de m'appauvrir. Mais c'est vrai, je me suis appauvrie toute seule, moi, comme une grande, en changeant de travail. Voilà, exactement. Donc ça, c'est sortir effectivement de l'hétérosexualité. Ensuite, il y a également tuer ses enfants. Est-on obligé de les tuer? Parce qu'on s'attache à ces petites bêtes-là. Oui, alors là, c'est vraiment pour reprendre la formule de Pat Robertson qui désignait les avortements par ça. Mais en vérité, qui tue les enfants? Enfin, là, c'est le moment où on casse un peu l'ambiance. Mais bon, c'est justement les lois anti-IVG qui mettent en difficulté des femmes-enfants. Voilà. Si on reprend les discours de Françoise Vergès sur ce qui s'est passé à La Réunion dans les années 70 sur le contrôle des naissances et les stérilisations forcées. C'est l'empire colonial qui tue des enfants. Et plus récemment, les 14 500 enfants tués à Gaza depuis le début de la guerre, selon l'UNICEF. Donc ici, on parle d'avortement, de droit à l'IVG, qui n'est pas acquis partout, hélas, mais aussi de l'accès à la PMA pour tous et du débat sur la GPA. Moi, je crois que ce qui m'intéressait aussi dans cette partie, c'était d'en finir avec l'essentialisation des femmes et cette prédestination sociale qui dirait que parce qu'on est avec un utérus fonctionnel, on aurait pour destinée obligatoire une maternité, alors qu'il y a plein d'autres façons de faire sa vie, de laisser ou pas un héritage au monde, en écrivant, en créant, en militant ou juste en rêvant et en fumant des clopes, c'est très bien. Donc voilà, je voulais aussi que ce soit un texte qui rassure les nullipares, les femmes qui n'ont pas d'enfants, et même voir qui les encourage, puisque je ne suis pas un candidat politique, je suis artiste, donc j'ai le droit de rêver aux utopies. Et en réponse au réarmement démographique de Macron, moi, je propose plutôt une grève de la natalité, en tout cas pour les femmes en Occident, pour qui ce n'est pas un enjeu. Donc, derrière ça, il y a des vieux réacs qui craignent un peu la fin de leur lignée. Et donc, on a envie de leur dire d'ouvrir les frontières et de fermer leur gueule. Ouais, la fin de leur lignée, c'est vrai. Hein. Il ne faudrait pas perdre le beau nom Patterson, ce serait dommage. Ah oui. Ouais, ce serait quand même vraiment embêtant. Autre chose, pratiquer la sorcellerie, bien sûr, historiquement. Bien sûr. Toujours aujourd'hui, il y a des nouvelles sorcières aujourd'hui, évidemment. Toujours, et il y a avec elles la chasse aux sorcières. Dans ce chapitre, j'essaye un peu de tordre le cou aux dérives de la sorcellerie, tel qu'on le voit aujourd'hui par des arnaques de développement personnel, d'ésotérisme capitaliste, en fait. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux par
ces personnes qui font du yoga et des bains cosmiques. Il faut arrêter de me suivre, on n'est pas ensemble. Des bains cosmiques, j'ai raté. Des bains cosmiques pour l'âme, ouais. Pour la modique somme de 399 €. Envoyez un DM pour plus de renseignements. Ok. Donc, bon, ça m'agace. Mais par ailleurs, il y a souvent en manif, tu vois, la pancarte nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Ouais. Et c'est très juste et ça rassemble beaucoup de se souvenir que nous sommes les survivantes d'un sexocide de masse. Mais je trouve que c'est intéressant aussi peut-être d'intégrer tout cet héritage des précédentes. C'est-à-dire que oui, on est les survivantes d'un sexocide de masse des sorcières, mais on est aussi, en tout cas nous, personnes sexisées, assignées femmes à la naissance, blanches, actuellement avenue des Batignolles, boulevard des Batignolles, on est les héritières d'un empire colonialiste, et qui fait que c'est difficile pour moi aujourd'hui de parler que de féminisme du point de vue du corps des femmes, des violences sexistes et sexuelles, sans inclure les luttes intersectionnelles. Donc, je voulais en fait, avec ce chapitre, faire une mise en garde, parce que quand on se met à prendre conscience des inégalités, quand on se dit, mais en fait, je me fais grave arnaquer avec cette histoire de mariage et de congé paternité, des fois, les premiers accès au féminisme vont être des faux amis. Et je pense aux TERF, qui sont donc des personnes qui excluent les personnes trans des luttes, donc qui en fait essayent d'anéantir certains genres, ce qui est complètement contre-féministe, ou les abolitionnistes qui savent mieux que les concernés ce qu'elles doivent faire de leur corps, ou les fémonationalistes xénophobes, ou les universalistes laïstes islamophobes. Bref, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis, et que faire de la sorcellerie, ça peut être d'essayer de nouvelles croyances en faisant attention aux mauvais sorts. Et voilà, en s'intéressant aux autres luttes des sorcières, aux luttes antiracistes, antivalidistes, anticapitalistes notamment. Et toi, c'est vraiment quelque chose que tu as remarqué, que le premier geste, effectivement, tu peux tomber sur, en effet, ce genre de... Il y a les TERF, il y a aussi Némésis aujourd'hui. Donc là, on est encore dans un autre délire. En fait, Némésis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupuscule, c'est pour ça qu'on appelle ça, je crois, d'extrême droite, avec qui viennent... pour le coup, casser l'ambiance en soirée, en effet, comme disait Valeurs Actuelles. Non, casser l'ambiance en manif surtout, et casser des gueules, voilà. Et, mais en tout cas, tu crois qu'il y a vraiment ce risque de s'isoler. En fait, comme tu rentres dans le féminisme parce que tu t'es dégoûté de ta situation matrimoniale, financiero, machin, et effectivement, si t'es femme blanche au boulevard des Batignolles, le premier geste que tu auras, ce sera effectivement de t'intéresser à ta fesse et à ton salaire et à ta garde d'enfant. Ouais, c'est les premiers débats, les plus accessibles, en tout cas les plus évidents pour ces personnes-là. Après, c'est pas forcément qu'on va foncer chez les TERF ou les fémonazis, mais ça peut être plutôt d'avoir des impensés ou de pas se rendre compte de cet héritage. C'est ça, en fait, le lien avec cette histoire de petite fille des sorcières pas brûlées. C'est que Françoise Vergès, tu vois, elle dit que, par exemple, Hubertine Auclair, qui est grave encensée, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu une référence pas polémique, qui a donc lutté pour le droit de vote des femmes au 19e siècle. En fait, son argument principal, c'était, et donc je cite en substance, si les hommes noirs des colonies ont le droit de vote, les femmes blanches de France doivent pouvoir voter, Donc, tout cet argumentaire raciste. Si même eux. Non, mais c'était exactement ça. Et là, je le dis dans des termes soft, mais c'était vraiment ultra trash, Et c'était nous, plus savantes, sachantes, voilà. Et cet argumentaire-là, il a fait que les féminismes institutionnels aujourd'hui sont très empreints de ce racisme, tu vois. Bien sûr. Et donc, quand on pense de suite égalité salariale, lutte contre les violences, il y a des impensés, il y a des angles morts sur ces questions raciales. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est pas... Quoique, ça peut aussi être le premier pied dans le féminisme, parce que l'intersectionnalité, quand même, gagne heureusement du terrain. Donc, les sortes de Catherine, elles vieillissent aussi, tu vois. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais en effet, du coup, ces femmes-là sont aussi des nouvelles sorcières, au final. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à la représentation de la féminité qu'il faudrait avoir, Lesquelles ? Quand les luttes s'additionnent, en fait, voilà.
Oui, tout à fait. Quand elles ne sont pas dans le modèle de la féminité blanche à mise en pli. Oui, quand on parle virginité dépendante en disant cet idéal de la femme blanche, mince, je crois qu'il n'existe pas. Oui, absolument. Détruire le capitalisme, oui, oui, c'est une bonne idée. Tout un programme. Non, mais donc oui, en fait, le capitalisme dessert évidemment à nouveau et entretient, en fait. Oui, les inégalités. Et puis, est un peu en train de signer la fin du monde, quoi, parce que c'est quand même. Moi, je suis pas. Je parle pas beaucoup d'écologie, même presque pas dans ce livre, parce que c'est pas. Je me suis pas assez renseignée, je connais pas assez ce sujet, mais il me semble que le capitalisme, c'est une extermination écologique de masse et que le GIEC est en sueur depuis des années et nous, on est là à commander des sushis à des ultra précaires en regardant monter la vague et on se dit, faudrait peut-être mettre de la clim dans les déserts, quoi. Et donc, en fait, je me dis qu'il y a des golden showers qui se perdent parce que pisser sous la douche, ça ne suffira pas. Et je respecte les TDS et je serai pro-travail du sexe tant qu'on devra être obligé de travailler. Mais je pense que... je commence à me dire que quand on est féministe et qu'on se bat pour l'égalité salariale, finalement, on essaye de se dire que l'argent, ça va être le premier ressort de l'émancipation. Et en fait, en prenant une position dominante dans cette société, on va écraser d'autres groupes sociaux. Par exemple, les femmes blanches, quand elles se sont sorties du foyer et qu'elles ont eu accès au monde du travail, accès à un compte en banque, etc., elles ont relégué leurs tâches domestiques aux autres. Donc, qui s'occupe du soin aujourd'hui des enfants, des vieux, des ménages ? C'est les meufs racisées. Donc, en fait, si on cherche l'égalité avec les hommes aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'être un homme blanc aujourd'hui, quoi. J'ai pas du tout envie d'écraser le reste du monde sous mon soulier. Donc, je me dis que plutôt que de chercher cette égalité avec des gens hyper problématiques, il faudrait repenser à répartir collectivement toutes ces tâches pour faire société de façon égale et sans asservissement domestique, quoi. Et pour détruire le capitalisme, effectivement, notre manière de consommer, ce genre de choix, c'est en effet une autre manière de voter, une autre manière de faire des choix. Enfin, c'est hyper politique, en effet, d'aller choisir un truc sur Temu et d'aller effectivement embaucher. Alors après, sur comment t'appelles les gens à la réforme, parce que toi, tu as en fait un sens de la punchline. Tu es évidemment activiste, tu es dans les luttes collectives, tu penses individuellement tout ça. Comment tu crois qu'on peut dépasser un peu plus et oser un peu plus ? Je pense, justement, en pensant ses responsabilités au niveau des structures de la société et pas des individus. En se disant que c'est pas en arrêtant de pisser sous la douche, pour reprendre l'exemple, ou en allant au travail à vélo, que ça va aller mieux, on le sait. Mais non, ça voudrait dire que Temu ne devrait pas exister, que les conditions de travail d'Amazon ne devraient pas être autorisées. C'est plus difficile à penser parce que c'est beaucoup plus méta. C'est déprimant. On se dit, pour le coup, des choix politiques et qui n'évoluent pas. On va ressortaper un mondial de foot dans un désert. Hein. Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Non, mais c'est acté. Ça y est, ce sera le deuxième. Ouais, c'est acté. Comment on appelle ça, la Fédération internationale de foot, là, je sais plus, la FIFA, a re-signé pour, je sais plus où c'est. Ouais, c'est pas le Qatar, c'est celui d'à côté, et c'est reparti, quoi. En mode balèque. Je jongle avec mes couilles. Et je te propose de les déguster. Si jamais on n'a pas envie de faire ça, on peut devenir transpédéguine. Ou tout en même temps. Tout en même temps. Ouais, absolument. Alors, tout, bien sûr, parce que c'est comme c'est à la mode. Donc tu peux changer de genre 3 fois dans ta vie. Non, donc devenir, effectivement, est-ce que c'est... En effet, lui, il parlait que de lesbianisme. Mm-hmm. Il y a effectivement, tu l'as aussi. J'aime beaucoup effectivement aujourd'hui. On est sur pas mal d'effectivement. Je suis désolée les gens. Donc, il y a le bouquin de Alice Coffin, Génie lesbien. Ouais. Et il te tenait à cœur d'élargir. Oui. Alors peut-être aussi parce que je parle de mon point de vue situé de personnes concernées. Et moi, je ne sais pas si je me reconnais dans le terme de lesbienne, parce que je sais pas vrai. Enfin, je peux pas me dire que je suis une femme qui aime les femmes aujourd'hui. Mais j'aimais pouvoir englober d'autres catégories de personnes. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un équivalent du mot queer, mais en français. Transpédéguine est né en réponse... ce terme transpédéguine est né en réponse
à la recherche de traduction du mot queer. Aujourd'hui, on dirait même plutôt transbi pédéguine pour inclure aussi les personnes bisexuelles. Donc voilà, c'est toute cette palette d'identités, mais c'est pas seulement une identité au sens de sentiment interne, c'est une classe sociale de genre, de sexe, de personnes qui existent. Et donc là, j'avais envie de les visibiliser. Et puis, je pense que le fait de penser la sortie de l'hétérosexualité, c'est déjà un geste féministe. Je ne dis pas que être transpédéguine, ça va résoudre le problème du patriarcat qui s'infiltre de toute façon parce partout. Que le couple reproduit aussi. Bien sûr. Même s'il est lesbien. Ah oui, il y a des violences, c'est pas exemple de ça. Mais accepter déjà l'existence, et l'existence légale qui est quand même sacrément mise en danger actuellement. Et puis, comme modèle représenté, donc moi, je suis née en 87, donc c'est des termes que je connaissais pas du tout quand j'ai grandi. Aujourd'hui, on est un petit peu plus axé quand même, donc c'est important que ces personnes existent et soient visibles. Et le fait même d'envisager d'autres identités de genre, d'autres orientations sexuelles, je trouve que ça permet justement d'amener la conscience de en fait, ma classe de sexe, ce que je fais, comment je m'habille, comment j'interagis avec les autres, ce que je choisis comme métier, ça dépend d'une construction sociale. Et si on veut tout éclater à nos conditionnements sociaux, il faut avoir déjà une prise de conscience de ça et peut-être une visibilité sur les gens qui font autrement. Donc c'est un peu une alternative à la normalité imposée. En fait, c'est ta proposition. C'est ça, ma proposition. C'est vrai, hein. Non, mais ça fait partie des propositions. Dans les propositions, il me tenait à cœur de te parler de ça, à titre personnel. La première chose à faire pour réussir ta vie, c'est de te raser le crâne. Ouais, j'ai fait ça plusieurs fois. J'essaye de réussir ma vie encore et encore. Puis ça repousse et je recommence. C'est une super question parce que, déjà, c'est marrant. Mais il y a aussi derrière un souvenir, déjà. Donc, je sais pas, quand tu m'as connue il y a 7 ans, j'avais de longues boucles châtains. Je sais pas si tu vois. Et j'ai l'impression que ces cheveux ont fait peser le poids du patriarcat sur mes épaules et ont empêché mon port de fierté. Que mes boucles ont alourdi mon port de tête et que j'en ai égaré ma fierté. Et quand je suis allée chez un coiffeur qui s'appelle évidemment Queer Chevelu... C'est bon, on aime bien, on valide ce jeu de mots. On est OK, il est beaucoup mieux que les trucs en R. Que le drum adhère. Oui. Queer Chevelu m'a coupé les cheveux et en ce faisant, il me disait... En fait, les cheveux, ça cache, ça dissimule les traits. Et quand on est une meuf et qu'on a grandi comme telle avec des longs cheveux et que d'un coup, on voit vachement son visage, ça fait un choc. Parce qu'on voit ses oreilles, son menton, plein de choses qu'on ne voyait pas. Et en fait, on s'habitue à cette beauté-là. Mais c'est un peu un discours dangereux parce que je veux pouvoir vivre sans mes cheveux, mais je veux pouvoir vivre avec mes cheveux aussi. Et là, récemment, je parlais avec une femme à cheveux très très longs et une grande frange et qui me disait suite à ça, mais oui, il faut de toute façon se libérer. Et en fait, son discours commençait doucement à reprendre les arguments de l'islamophobie d'État en disant les femmes qui se cachent, qui se dissimulent, notamment avec le voile. D'accord. Voilà. Et elle me disait ça sous sa frange, tu vois, sans aucune conscience de l'absurdité de la situation, avec son visage dont je voyais à peine les traits. Donc voilà, ça c'est juste qu'il ne s'agit pas d'imposer des visages découverts ou du crâne rasé, mais de se débarrasser des vieilles cultures racistes, hétéropatriarcales, comme dit Angela Davis en 2017. Donc pour d'autres dont on a coupé les cheveux dans des conditions terribles et de force, résister, ça va être de les laisser pousser. Pour moi, me raser le crâne, c'est faire table rase et repartir de zéro et faire repousser de meilleurs lendemains. D'accord, c'est beau, j'adore. Je trouvais qu'on finisse là-dessus, c'est trop joli. C'est trop bien. Est-ce que tu as un tout petit conseil à donner, genre ex nihilo, comme ça, bam, on n'y avait pas pensé, je te l'avais pas prévenu. Un conseil à donner? Un petit conseil pour se mobiliser, pour oser, pour déjà de lire ton livre, mais de le voler à la FNAC.
On a parlé de ça avant. On disait qu'il fallait le voler à la Fnac parce que tu es beaucoup trop payé en droit d'auteur. Donc non, est-ce que tu as un petit... Voilà, est-ce que tu as vu, je t'ai fait un petit tunnel pour rien pour que tu réfléchisses. C'était sympa ou pas? Ouais, t'as géré. T'as vu, surtout, je suis en train de me défendre de cette phrase qui n'allait nulle part en disant que c'était fait exprès. Voilà. Non, c'est vraiment parfait. Non, est-ce que... Oui, qu'est-ce que... S'il y avait une chose à faire ou... on déteste ce genre de trucs, hein. Un truc, un seul. Pour se raser moi, la tête. Après, pour moi, c'est d'écrire. C'est le geste d'écriture qui va permettre déjà de se poser et de structurer une pensée et de le faire collectivement. Je pense que ça, c'est important, de trouver d'autres féministes autour de soi. Ouais, mais moi, je me souviens très bien que quand je venais à la mutinerie pour Langue de lutte, dont on adore le nom, évidemment, c'était génial. Je me souviens, effectivement, je venais de quitter mon boulot parce que je venais avec mon genou en friche. Moi, je suis sortie de mon travail très dignement en tombant dans les escaliers. Et donc, j'ai fait les choux gras surtout de ma psy pendant des années. Et donc, je venais à ce moment-là. Et en fait, c'était thématique. C'était que soror, quoi. Il y a eu, je sais pas si tu as eu des gens problématiques, mais enfin moi j'en ai jamais vu. Non, c'était hyper cool. Cool, ouais. Et en fait, on avait donc des thèmes mensuels, je crois, et puis on écrivait dessus, et puis si on souhaitait, on pouvait partager publiquement. Donc moi c'est là où j'ai commencé à écrire mes premiers trucs. Et puis, ils sont, je te rassure, tous partis à la poubelle. Oh non. Et ensuite, la poubelle est notre amie quand on écrit aussi. Hein. C'est vrai. Et il ne faut pas s'attacher, voilà. Mais, et en effet, il y avait, je me souviens, ce principe de petits mots trop mignon, hyper cool, où en fait, on pouvait écrire des petits mots aux gens dont on avait apprécié l'engagement, l'écriture, etc. Et donc, c'était hyper cool. Et après, on avait des petits mots trop sympas et c'était hyper valorisant. Et moi, je me souviens que, oui, tu me disais, allez, vas-y, fais ton spectacle, etc. Et c'était, d'être, comme tu dis, collectivement, avec des profils différents, de sortir de son truc. Effectivement, moi, je sortais d'un truc, en plus, t'imagines le chapeau institutionnel que j'avais sur la gueule, quoi. J'étais, alors, encore, je pensais hétérosexuel, et je sortais de la République française, tu vois. Donc, il y avait quand même du taf, et ça me faisait du bien, tu vois, c'était trop cool. Ouais. Donc, effectivement, le collectif, c'est une bonne idée. Se réunir autour d'une activité qui fait sens pour toi et trouver comme ça des gens avec qui connecter, échanger des idées. Trop cool. Merci beaucoup. C'était hyper chouette de te revoir. Trop cool. Pareil. Et ton prochain atelier, c'est où? C'est quand? Prochain atelier, le 13 mars chez Violette & Co. Un peu plus tard. Et le 16 mars à la Mutinerie. Et un peu plus tard. Et tous les mois dans ces endroits-là. D'accord, ok. Violette & Co. Violette & Co, où il y a aussi les ateliers de Catherine Bédarida, à qui j'ai pris l'idée des petits papiers. Donc rendons-lui hommage. Son petit papier. Ouais. Ça marche. Et ben donc, la Mutinerie et Violette & Co. Oui. Cool. Bon, mille merci. Au revoir, les petits amis et les petites amies qui nous ont écoutés. Salut.